Bienvenue à l'atelier Tisser une chaîne de valeur éco-responsable par Slow We Are, qui a lieu aujourd'hui dans le cadre du cycle de la mode éthique et du textile du Festival de l'été de l'économie engagée, qui est organisé par Les Canaux. Je vais commencer par un petit mot sur l'association Les Canaux, avant de vous laisser découvrir la vidéo teaser du festival que nous organisons cet été. Au Canaux, notre mission, c'est de soutenir et de mettre en lumière toutes celles et ceux qui mettent au cœur de leur projet économique la solidarité et la planète. On fait de la formation pour les entrepreneurs à impact grâce à des ateliers et différents programmes d'accompagnement. Et on aide les entreprises de l'économie sociale et solidaire à se développer, par exemple en aidant à la structuration de nouvelles filières ou en facilitant leur accès aux marchés publics et privés. Si vous souhaitez avoir toutes les infos sur comment les canaux peuvent vous aider à développer votre projet, on vous donne rendez-vous sur notre site internet lescanaux.com et sur le groupe Facebook Les Canaux, réseau d'entrepreneurs qui rassemble les entrepreneurs de notre communauté et qui contient toutes les informations de nos partenaires, l'échange de nos bonnes pratiques, etc. Enfin, au Canaux, on organise de nombreux événements pour donner la parole à celles et ceux qui entreprennent, qui se mobilisent et qui s'engagent pour une société plus juste et plus durable. Alors cet été, on a donc lancé un festival en ligne, l'été de l'économie engagée, avec des conférences, des projections, des ateliers sur les nouveaux modes de consommation et de production de demain. Alors pour découvrir toute notre programmation en ligne complète, on vous invite à nous suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter et à venir visiter notre site internet. Merci à tous d'être là pour parler de cet atelier Tisser une chaîne de valeur éco-responsable. Et je vous laisse avec une petite vidéo de présentation du festival avant de par la suite laisser la parole à Slow We Are. Je vais donc procéder au partage d'écran de la vidéo du festival. L'été de l'économie engagée, c'est le festival pour découvrir des entrepreneurs qui placent la solidarité et la protection de la planète au cœur de leurs projets. Les Canaux et leurs partenaires les soutiennent tout au long de l'année. Mais cet été, nous vous proposons de les découvrir à travers des conférences, des rencontres, des ateliers, des vidéos. Et vous allez voir qui sont ces acteurs qui font l'économie positive de demain. La mode peut être éthique et responsable si on sort de la course perpétuelle aux quantités. Les vêtements doivent être durables et désirables. L'économie circulaire nous offre l'opportunité d'habiter autrement, de transformer, de construire localement sans détruire en réinventant la matière. On va bientôt être 9 milliards d'habitants sur Terre, sur un espace contraint. Il y a quasiment autant de gens qui ont faim que de gens qui souffrent d'obésité. On voit bien qu'on a un système qui ne fonctionne plus. Il y a plein de solutions, au niveau mondial comme au niveau local. Donc il faut aller voir les conférences des Canaux. L'écotourisme, c'est aimer découvrir le monde et les gens et vouloir les préserver. Aujourd'hui, l'aventure, la découverte s'invente avec des pratiques responsables. Bonjour à toutes et à tous. Merci Noémie pour l'introduction. Merci à Claire aussi pour la modération de l'atelier. On est ravis de vous accueillir pour cet atelier digital. Et on va tout de suite commencer. Je vais partager le diaporama. Si vous pouvez me confirmer que vous le voyez bien. Noémie, c'est bon? OK. Oui, parfait. Très bien. Donc, on veut... donc cet atelier qui s'intitule « Tisser une chaîne de valeur éco-responsable ». On l'a pensé pour vraiment vous accompagner, vous donner les clés, les visions qui sont nécessaires à la création vraiment d'une marque de mode éthique. On abordera 3 thématiques.
Pour démarrer cet atelier, on souhaite vous proposer un petit icebreaker. Donc, on vous laisse une petite minute 30 pour nous indiquer le nom de votre marque, le type de produit, si vous faites du prêt-à-porter, de la chaussure, du sportswear, et un mot qui, pour vous, représente le mieux la mode éthique. Donc, vous pouvez utiliser le chat. Peut-être Noémie, est-ce qu'il faut que j'arrête le partage d'écran ou est-ce qu'on y a directement accès? Les participants pourront avoir accès au chat, il n'y a pas de souci, en même temps que le partage d'écran. Ok. Bon, on vous laisse quelques secondes pour… C'est vraiment… on ne vous demande pas une réflexion de fond, c'est juste qu'est-ce qui vous inspire, qu'est-ce qui le terme le plus impactant. Et puis, on va peut-être voir des points communs. Enfin, ça va nous permettre vraiment d'introduire le sujet et ça va vous permettre aussi un petit peu de mieux vous connaître pour qu'ils puissent, vu que voilà, c'est digital, l'idée c'est aussi que par ce biais-là, vous puissiez aussi un petit peu plus faire connaissance avant le temps de questions-réponses aussi qu'on vous réserve pour la fin. Du coup, par contre, moi je vois pas le chat. Non, moi non plus. Pour avoir accès au chat, vous pouvez cliquer sur la petite bulle Converser et y inscrire directement les informations que nous vous avons proposées à indiquer. Je vois qu'il y a des… Non, c'est bon, il n'y a pas de problème d'audio, c'est bon. Alors, on a donc comme réponse nuance avec chapeau et accessoires de tête avec des matériaux issus de l'upcycling et du réemploi. Pour nuance, le mot-clé, c'est audace pour représenter la mode éthique. On a également Wax Panther qui fait du prêt-à-porter. Baby is Buzzy qui a répondu comme produit chemise femme et comme mot-clé sur la mode éthique créativité locale. Également la marque TBS qui est présente du groupe Eram, dont les produits sont le textile et les chaussures sportswear. Et les mots-clés sont mode éthique et responsable. Hanoï Paris, dont les produits sont du prêt-à-porter pour femmes et les mots-clés sont upcycling et personnalisation. Santarella, donc les mots-clés sont durabilité et personnalisation. On a toutes les réponses, c'est parfait. Thomas et Louise, est-ce que vous avez aussi accès à toutes ces réponses-là? Oui, on les voit défiler, oui. Ok, super, vous avez accès. Merci beaucoup. C'est bien, c'est varié. Et puis, je pense que c'est tous ces sujets-là qu'on va essayer d'aborder sur le temps de l'atelier. N'hésitez pas pendant la présentation de poser aussi vos questions. Alors, je pense qu'il y a un mode aussi privé, tu disais, Noémie. Vous pouvez aussi poser des questions en public. Par contre, on va répondre à toutes les questions en fin d'atelier. Tout à fait. On vous invite à mettre vos questions dans la barre de chat tout au long de la présentation de Slow We Are et on pourra y répondre à la fin de l'atelier. Quand vous avez envoyé A, vous pouvez mettre tout le monde ou alors directement la personne à qui vous souhaitez envoyer un message. Voilà. On va démarrer. On va commencer. Alors, juste avant de commencer, on va présenter un peu Slow We Are, ce que l'on fait et qui nous sommes. Donc, voilà.
Donc moi, je suis Thomas Éveillé, je suis cofondateur, je suis ingénieur de formation. J'ai travaillé 2 ans à Silicon Valley au début de ma carrière dans la pharmacie hospitalière. Ensuite, je suis parti 5 ans en Allemagne. J'ai travaillé dans l'automobile sur des systèmes de liaison au sol, contrôle de trajectoire active et système de freinage. Et ensuite, 5 ans encore dans l'automobile sur des systèmes de retenue. Donc, on peut se dire pas grand-chose à voir avec la mode éco-responsable. Eh bien si, parce qu'il y a une traçabilité et une identification dans la chaîne de valeur qui n'a aucune commune mesure. Il n'y a vraiment que l'agroalimentaire, la pharmaceutique, l'automobile, l'aérospatial et l'aérien de manière globale qui ont des chaînes aussi détaillées, et parce qu'il y a un point de vue létal sur l'utilisateur final. Donc, il faut pouvoir tracer très finement et identifier finement les erreurs qui peuvent se produire, parce que les vies sont en jeu. Ce n'est pas encore le cas dans le textile, mais on travaille pour que ça le devienne. Et moi, dans mon cas, donc, je suis Héloïse Magneux, je suis la cofondatrice de Slow We Are. Pour ma part, j'ai une expérience dans le prêt-à-porter, puisque ça a été ma toute première expérience professionnelle. Quand j'étais encore étudiante en alternance, j'ai travaillé 2 ans pour le groupe Etam, et ça a déclenché donc plusieurs réflexions sur ma manière de consommer personnelle, mais aussi de manière générale sur l'impact de notre consommation sur l'environnement, sur également la société. Et donc, dans mon parcours, j'ai aussi choisi de travailler dans d'autres secteurs, notamment dans celui de l'agroalimentaire, pour différentes raisons. Mais notamment, ça m'a permis d'avoir une vision très claire de ce que c'est qu'une chaîne de valeur, puisque je connais très bien le côté agricole, mais aussi, du coup, grâce à mon expérience dans l'agroalimentaire, la filière fournisseur. Et quand je me suis penchée un peu plus tard, du coup, sur l'industrie textile, j'ai vu qu'il y avait des grosses problématiques dans l'industrie textile qui ne sont pas traitées, notamment liées à l'opacité du secteur, et que voilà, il est indispensable aujourd'hui de pouvoir un petit peu mettre les mains dedans pour réparer certaines choses. Reconstituer une filière et y mettre beaucoup plus de transparence. Et donc, de toutes ces réflexions sont nées Slow We Are. Donc, aujourd'hui, nos champs d'action sont assez variés. Une de nos premières missions, c'est celle d'identifier les marques véritablement engagées dans une démarche éco-responsable. Et ça se passe par le biais de la labellisation Slow We Are. Une autre de notre mission, c'est d'informer, de sensibiliser à la fois le grand public et les professionnels aussi sur les enjeux de l'industrie textile et les accompagner pour justement mettre en place une chaîne de valeur plus éthique, et également faciliter l'accès à la mode éco-responsable pour tous. On ne va pas passer trop de temps à présenter. Simplement sur la partie labellisation, on audite les marques, donc on a créé notre référentiel à partir de normes RSE existantes sur lesquelles on a rajouté des valeurs fortes comme l'inclusion, le caractère paritaire, égalitaire, mixité sociale, mais aussi des choses plus abstraites mais qui sont néanmoins indispensables, comme la préservation des savoir-faire, la préservation des cultures, la transmission, et voilà, donc il y a aussi toutes ces valeurs humaines. Donc du coup, notre audit se compose de valeurs fortes. Ça nous permet justement de comprendre comment fonctionne l'entreprise de l'intérieur. Et donc, à travers notre audit qui repose sur 4 volets, la RSE, la gouvernance, la chaîne de valeur et les engagements éco-responsables, on arrive à valider l'ensemble d'une démarche d'une marque. Et pour chaque élément sur lequel les marques sont challengées, on leur demande bien évidemment des preuves pour certifier aussi de leur engagement. Alors, quand on parle d'informer, ça passe par de la sensibilisation et de l'accompagnement, puisqu'aussi, en parallèle de nos actions, on a créé une communauté. Et même, on a commencé par ça, en fait, en réalité, dès le départ. Donc, ça passe par le biais d'événementiels aussi. Notamment les Eco-Fashion Tours, ce sont des visites guidées dans Paris pour faire découvrir des boutiques, des ateliers de mode durable.
des workshops, des after-work, et puis aussi des articles. On crée beaucoup de contenu sur notre plateforme en ligne. Vous pouvez aller voir. Et puis aussi, on a l'occasion d'intervenir très régulièrement à travers des prises de parole, aussi bien pour les professionnels, mais aussi le grand public. Et on répond aussi régulièrement aux questions des journalistes qui s'intéressent à la mode éco-responsable et qui cherchent aussi des experts pour pouvoir traiter plus efficacement leur sujet. Et le dernier point, c'est le rôle de facilitateur. Donc, on a mis en place plusieurs solutions. Ça se passe notamment par le networking, le côté groupe, réseau. Donc, il y a un pendant B2B, il y a un pendant aussi B2C. Donc, on a un groupe créateur de mode éthique pour la partie des professionnels. On organise donc des ateliers, mais aussi des masterclass. On a aussi des partenariats avec différents salons comme Neonit, Goose Next, les Fashion Green Days. Sur la partie B2C. Pour les particuliers, bon, on a aussi du coup le pendant groupe Facebook qui s'appelle Happy New Wear pour le grand public. On organise aussi des marchés, enfin un marché de créateurs et puis aussi différents événements dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis le marché aussi solidaire des canaux. On avait été présent lors de la première organisation et puis on a régulièrement on est sollicité aussi par les canaux pour mettre en avant des marques qui exposent donc, du coup sur les marchés organisés par les canaux. Voilà, donc on rentre dans le vif du sujet sur la partie atelier. Donc, comme on vous le disait, il y a 3 thématiques. La première, et elle a été évoquée à plusieurs reprises dans le chat, c'est la transparence. Et pour nous, c'est vraiment une des clés. Ça a été vraiment le révélateur, je pense, en 2017. Il y a eu vraiment un shift, un tournant dans ce qui était perçu comme étant de la mode éthique. Elle était très stéréotypée, je pense aujourd'hui, elle l'est de moins en moins, voire elle ne l'est plus, mais il reste toujours certainement des réminiscences. Donc la transparence, c'est vraiment aujourd'hui une chose qui est clé. On le voit aussi à travers la crise sanitaire dans laquelle nous sommes actuellement. Les gens veulent retrouver des valeurs, ils veulent savoir comment c'est fait, qu'est-ce qui se cache derrière. Ils n'ont plus envie qu'on leur montre. Maintenant, on peut se poser plusieurs questions. Alors, qu'est-ce qu'une marque en fait qui fait preuve de transparence et d'éco-responsabilité? Non. Est-ce qu'une marque qui fait preuve de transparence est éco-responsable? Oui, pardon. Donc, on pourrait se dire que oui, et la réponse pour nous est plutôt non. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous faites preuve de transparence que vous êtes nécessairement éco-responsable. La transparence est la première valeur qui va vous permettre de mettre à plat votre chaîne de valeur, votre engagement. Si, bien entendu, à partir du moment où on joue le jeu de la transparence, on prend aussi le risque peut-être de se faire attaquer sur des choses qu'on ne maîtrise pas. Donc, c'est très important dans sa communication sur la transparence de pouvoir aussi parler de ses limites. Donc, il faut de la transparence, mais il faut avant tout, à notre sens, de la franchise. C'est-à-dire qu'une marque éco-responsable, ce n'est pas une marque parfaite, mais on voit aujourd'hui de plus en plus des marques de fast fashion qui s'approprient les codes de la mode éthique, notamment de la transparence, en disant nous on fait bien, on prend des matières durables, on a l'objectif de. C'est pas pour autant qu'on est éco-responsable. Pourquoi? Parce que le pendant de la visibilité et du degré de transparence, c'est pour ça que la transparence, elle a différents niveaux et différents degrés. Et en dire un petit peu, mais cacher 90% de l'iceberg, c'est pas faire preuve de transparence. Quand on fait preuve de transparence, il faut trouver le bon niveau qui vous permette
de vous protéger, surtout quand vous êtes sur des choses qui sont innovantes, parce que le secteur est concurrentiel. Donc, ce n'est pas dire, prendre tout de suite le risque de dire tout dès le départ. Par contre, il faut pouvoir dire ce qu'on fait et être conscient des limites que l'on a. C'est-à-dire que moi, je préfère qu'une marque aujourd'hui me dise j'utilise telle et telle matière, je sais que mon fournisseur travaille bien, par contre, je ne peux pas vous dire quel fournisseur. C'est parce que il est tout seul à produire ce truc-là, donc je veux aussi garder entre guillemets mon avantage concurrentiel et je travaille avec lui pour que sa chaîne de valeur à lui soit aussi de plus en plus responsable. Est-ce qu'être transparent sur la traçabilité est indispensable? Je te laisse. Ok. Pour moi, la traçabilité, c'est effectivement indispensable en interne. Ce n'est pas nécessairement le cas en externe. Comme je viens de le dire juste avant, si d'emblée vous donnez toutes les clés à vos concurrents de je travaille avec tel fournisseur dans tel atelier et vous prenez entre guillemets le risque de vous faire copier, que quelqu'un qui n'a pas pris le temps comme vous d'investiguer fasse la même chose que vous. Ça, c'est surtout le risque pour une marque qui se lance. Donc là, on a quand même plutôt sur des jeunes porteurs de projets. Donc, j'ai plutôt envie de vous dire de jouer la prudence. Quand on est une marque un peu plus établie, on peut se permettre plus de choses parce qu'on est aussi un acteur reconnu, parce qu'il y a une relation de confiance entre la marque et son ou ses fournisseurs. C'est beaucoup plus simple. Mais je ne dis pas qu'il ne faut pas être transparent, mais il faut toujours être conscient de ce qu'on peut dire et de ce que vous savez. Plus vous en saurez sur les différentes étapes de transformation de vos produits, plus déjà vous maîtriserez votre chaîne de valeur et plus vous serez en capacité de répondre à vos clients et à vos prospects. Parce qu'on va vous demander ouais, mais vous ne me dites pas où est-ce que c'est fait, dans quelles conditions. Aujourd'hui, les gens veulent tout savoir. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout leur donner, mais il faut avoir suffisamment d'arguments pour vous pour pouvoir répondre intelligemment à ces questions-là. Oui, et puis aussi être fidèle aux valeurs que vous portez. C'est super important aussi, du coup, de creuser et de rechercher un maximum l'information. Alors, jusqu'où faut-il jouer le jeu de la transparence? Bon, là, je pense qu'on y a déjà, on a un petit peu anticipé finalement cette question. C'est ce que vous êtes, qui va vous permettre de dire, ben voilà, moi, c'est fabriqué en Europe, c'est fabriqué dans un atelier familial, je suis allé le visiter, je connais les conditions de travail. C'est pas il faut aller plus loin, ça, ce sont d'autres outils qu'on pourrait vous donner, mais on va dire c'est un minimum. C'est-à-dire que les gens qui vont venir voir votre site internet, qui vont aller voir votre Instagram, qui vont venir à votre rencontre sur des lieux physiques, si vous êtes droit dans vos bottes et que vous savez, et puis que vous avez une histoire à leur raconter, de dire, ben voilà, moi j'ai mis du temps pour trouver cet atelier parce qu'ils ont un savoir-faire particulier, parce qu'il y a des engagements, on va voir, c'est la prochaine thématique. Ce sont vraiment ces éléments-là qui sont importants. Donc la transparence, je ne parle pas de géométrie variable, je dis simplement le degré de transparence. Plus vous allez avancer dans votre projet, plus vous allez pouvoir aller loin. Mais la transparence, ce qui va être la partie limitante, je dirais, c'est justement les limites que vous pouvez vous imposer.
Oui, alors juste par rapport à la transparence aussi, parfois on a l'occasion de découvrir des nouvelles marques qui se revendiquent éco-responsables et effectivement quand on discute avec eux, on se rend compte que la transparence est essentielle. Mais quand on va sur leur site, la transparence finalement c'est 3 phrases sur ce qu'ils font. Et du coup, là ce que je voulais juste vous transmettre aussi comme information, c'est peut-être qu'à ce moment-là, vous ne voulez peut-être pas tout dire et ça on le comprend complètement, mais c'est important aussi qu'on sente le vécu que vous avez eu et puis les démarches que vous avez entreprises au sein de votre marque. En fait, aujourd'hui, une marque qui se lance, elle a 2 storytelling. Il y a le storytelling de brand content, le branding de marque, mais il y a aussi la personne que vous êtes. Et avant de pouvoir jouer totalement le jeu de la transparence sur votre chaîne de valeur, commencez déjà par dire qui vous êtes, qu'est-ce que vous avez fait, comment vous en êtes arrivé là et comment vous avez construit votre projet. C'est tout aussi important que de savoir comment sont faits les produits. Oui, parce que c'est vous aussi qui êtes le garant finalement de votre marque. La marque, c'est pas vous évidemment, mais ça fait partie aussi de qui vous êtes. Alors, la seconde thématique qu'on voulait aborder dans cet atelier, c'était le niveau d'engagement. Pour ça, on va essayer de répondre à 2 questions. Comment savoir si une marque est suffisamment engagée dans une démarche éco-responsable? Alors, là, le premier point, c'est la vision en tant que marque. La vision, ça rejoint ce qu'on vient de dire, dans le sens où vous avez construit votre projet parce que vous aviez une ambition, parce que vous aviez une envie créative et vous avez certainement aussi envie de résoudre une problématique. Avoir un impact positif. Et pour nous, l'engagement, l'éco-responsabilité, elle ne passe pas par un engagement uniquement, mais on cherche à évaluer une cohérence dans votre démarche. Si vous mettez tout sur le social, tout sur l'environnemental, tout sur le cruelty-free, ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que ça va être votre moteur pour créer la marque, mais il ne va pas falloir mettre tous vos œufs dans le même panier. Et donc dire, moi, quand je crée ma marque, j'ai envie, je ne sais pas, de sauver les abeilles. Bien, comment je vais faire? Je vais chercher les matières les plus éco-responsables, qui ont l'impact minimal sur l'environnement. Je vais essayer de travailler avec des ateliers solidaires qui font de la réinsertion sociale. Et en fait, ça va être cet ensemble de petites actions qui ont l'air de rien, mais qui vont donner un esprit concret à ce que vous allez créer. Et donc, la vision, c'est ce que votre marque porte, mais la mission, c'est comment vous allez résoudre la problématique que vous avez identifiée, que vous souhaitez résoudre. Donc ça, c'est vraiment la mission. Il y a l'objectif et comment je vais faire et pourquoi, en faisant comme ça, je vais réussir à atteindre ma vision. Oui, et donc du coup, il y a l'impact direct et indirect aussi. Parce qu'en fait, quand tu prenais l'exemple des abeilles, si on veut sauver les abeilles, ce n'est pas juste, par exemple, reverser un pourcentage des ventes pour parrainer une ruche, parce que c'est aller beaucoup plus loin que ça, c'est penser sa chaîne de valeur de manière à avoir un impact, une empreinte limitée sur l'environnement, parce que du coup, c'est ça aussi qui va réellement préserver la biodiversité. En fait, quand on veut être une marque éco-responsable, c'est pas simplement équilibrer l'impact négatif que peut avoir sa marque. C'est pas juste dire tiens, je compense mon CO2. Il y a plein de marques aujourd'hui qui claironnent à fond là-dessus. C'est limite greenwashisant. Pourquoi? Parce que elles produisent. Alors certes, ça n'augmente pas la quantité de CO2, certes, on reboise, mais
quand vous reboisez, ce n'est pas aujourd'hui que vous résolvez le problème du CO2 parce qu'un arbre, ça devient compétitif en termes de fixation de CO2 une fois qu'il a déjà 20 ou 30 ans. Et en général, ben, la déforestation, c'est ça le problème, c'est qu'on coupe des arbres alors que c'est quand on est au stade d'arbre qu'on fixe le plus de CO2. Donc, miser sur quelque chose qui pourra devenir, ce n'est pas forcément faire le bon bilan. Et il vaut mieux parler en termes d'empreinte et de se dire je compense au minimum, mais en plus, j'ai des actions. Non, je regardais le chat. Donc, l'impact, ce n'est pas juste une compensation, c'est au minimum la compensation, mais c'est aller plus loin. C'est ça être éco-responsable. Alors, que regarder pour déterminer le niveau d'engagement d'une marque? Ben, on a déjà beaucoup parlé, c'est la chaîne de valeur. C'est de savoir le plus précisément possible d'où viennent les matières. Est-ce qu'elles ont été sourcées correctement? Est-ce qu'elles ont été récoltées dans de bonnes conditions? Est-ce qu'elles ont été transformées dans de bonnes conditions? Et le développement durable, c'est à chaque étape qu'il faut se poser la question. Ce n'est pas se reposer uniquement sur des certifications, c'est en savoir plus et avoir le développement durable, les 17 points de l'ONU, chaque action, chaque étape de votre supply chain, il faut se poser la question de est-ce que c'est conforme aux ambitions de ma marque, de ma vision. Ces actions sociales et sociétales, parce qu'on parle beaucoup d'environnement, mais il ne faut pas oublier que les enjeux sociétaux et sociaux sont juste énormes. Et quand on commence aussi ces actions, déjà à bien rémunérer ses salariés, à bien prendre en compte les conditions de travail pour qu'elles soient saines, et bien finalement, on a aussi du coup un impact direct positif sur l'environnement. Et c'est ça aussi qui va pouvoir valoriser votre démarche en tant que marque, c'est de dire, bah ouais, je ne fais pas que des produits, je fais aussi du bien aux gens. Et ces gens-là, quand ils vivent bien, eh ben, ils peuvent mieux consommer et ils peuvent mieux éduquer et ils peuvent… tu peux arrêter, s'il te plaît? Non, sérieux. Et donc, ils peuvent vraiment… je perds le fil. Important de pas être uniquement focus sur le produit, mais aussi sur comment le produit est élaboré. Donc, l'impact social, sociétal, environnemental. Donc, se poser le bilan à chaque étape, mais aussi de manière globale, parce qu'on veut évaluer vos prospects, vos fournisseurs, l'écosystème de manière générale, vos distributeurs, parce que quand vous allez être sur des boutiques, sur des marketplaces, tout le monde va vouloir pouvoir comprendre quel est votre impact social, votre impact environnemental. Donc, qu'est-ce que vous faites pour que les choses aillent mieux et donc que vous dépassiez uniquement le seuil de compensation dont on parlait tout à l'heure. Et aussi très important, son déclaratif, son discours, sa politique commerciale. Parce qu'en fait, il y a une très grande différence. Par exemple, est-ce qu'elle a une communication offensive, voire agressive sur ce qu'elle fait? Il y a une très grande différence entre ce que l'on dit et ce que l'on fait réellement. Quand on regarde le niveau d'engagement, on va regarder qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui et pas ce qu'elle va forcément faire à 3, 4, 5 ans. Voilà, on peut avoir ces projets-là, bien évidemment, et c'est encourageant d'en avoir, mais rien n'empêche d'agir aussi tout de suite et de mettre en place des choses très opérationnelles immédiatement. Et la façon de formuler le claim est aussi très importante. Se revendiquer d'eux, c'est bien, mais il faut le faire intelligemment. Pour que les choses fonctionnent bien, il faut pouvoir déjà ne pas brusquer le consommateur. Donc, lui dire, moi, je suis plus j'ai
la chemise, j'ai la basket, j'ai le truc le plus éco-responsable. Non. Qui peut juger? Comme on l'a dit, ça passe par plein de niveaux d'engagement. Moi, aujourd'hui, quand je regarde une chaussure qui est éco-responsable fabriquée en France, avec une qui est faite en Chine ou qui est faite au Brésil, il n'y a pas de débat sur laquelle est la mieux. Elles ont toutes des impacts positifs, des impacts négatifs. Quand vous faites faire quelque chose au Brésil, ben, c'est bien, vous aidez des communautés en Amazonie. Quand vous faites en France, eh ben, vous aidez aussi le commerce local. Donc, les bilans de CO2, il y a beaucoup de marques qui jouent à fond ce truc-là. C'est toujours à partir de où on commence à calculer. Quand on fait faire des t-shirts au Bangladesh, pour peu que le coton vienne du Bangladesh ou d'Inde à proximité et que ce soit filé, tissé, teint, tricoté dans de bonnes conditions et que ça arrive de manière la plus douce possible en Europe, le bilan carbone n'est pas pire, contrairement à ce que beaucoup essaient de nous faire croire, que quand on file, on tricote, on tisse, on teint et on brode en France. Là, le coton, il ne pousse pas en France à part 6 hectares dans le Gers. Mais, et c'est anodin, c'est pas, le bilan carbone des matières, qu'elles viennent, bien évidemment, plus on va être local, mieux ce sera. Mais la responsabilité, elle se valorise sur l'entièreté de votre chaîne de valeur. Donc, bien être conscient de ça, c'est aussi des arguments qui vous permettent de vous différencier quand quelqu'un va vous opposer. Si vous êtes sur du local ou si vous faites au contraire en Afrique, en Inde, en Asie du Sud-Est ou en Amérique du Sud, il y a toujours l'argument qui est opposable. Oui, puis il ne faut pas oublier qu'il faut ramener ça à la vision en tant que marque et à la mission qu'elle s'est fixée. Si sa mission, c'est d'aider un village, par exemple, en Asie, et ben en fait, c'est tout à fait cohérent de se dire qu'effectivement, sa production, elle vient de là-bas et que tout est fabriqué localement et c'est vendu sur le marché français, etc. Donc, tout est une histoire de cohérence et de comment c'est fabriqué. C'est surtout une histoire de comment plutôt que… Et pour rebondir sur ce que tu disais sur projeter, aujourd'hui, toutes les marques qui ne sont pas en capacité de faire vraiment de l'éco-responsabilité, ou alors ce sont des gouttes d'eau, et donc pour nous, ce ne sont pas des marques éco-responsables parce qu'une goutte d'eau n'est pas représentative d'un océan. Dire en 2030, je serai au top, c'est juste, entre guillemets, un peu irresponsable. Il y a beaucoup de marques aujourd'hui qui sont beaucoup plus engagées, qui ne communiquent pas parce qu'elles savent qu'elles n'en sont pas encore à ce niveau-là, mais qui sont allées beaucoup plus loin déjà que ces marques qui font de gros claims sur 2025 ou 2030. En revanche, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas parler de ce que vous allez devenir. Quand vous vous lancez, vous êtes une marque, vous n'avez pas la capacité de faire tout bien du premier coup. Et d'ailleurs, une marque éco-responsable, il n'y a aucune marque éco-responsable qui est parfaite. Il faut complètement oublier cet objectif-là. C'est pas cohérent. Je regarde juste la montre, mais c'est bon, on est encore dans le timing. Dire ce que vous faites aujourd'hui et ce que vous allez faire demain, ça c'est cohérent. Ne dire que ce que vous allez faire demain, c'est pas cohérent. Donc, c'est aussi une manière de vous différencier. Aujourd'hui, moi, je vous propose ça. Et en plus, si vous m'aidez à faire grandir la marque, je vais pouvoir vous proposer ça. Ça, c'est beaucoup plus fin et ça a beaucoup plus de sens d'amener les choses comme ça. Oui, parce que vous avez une mission d'entreprise. Vous êtes créé en fait parce que vous avez une réelle problématique derrière, qui n'est pas juste que de créer une marque, mais il y a vraiment des engagements. Alors, et oui, le nombre de pièces et de collections aussi, ça c'est important. Alors quand on est une marque qui se lance, évidemment, on est plutôt sur des éditions plutôt restreintes. Mais
quand on regarde un petit peu le marché et ce qui se passe, c'est aussi un indicateur de voir quand une marque, par exemple, se dit avoir une démarche plutôt éco-responsable, on va regarder aussi le nombre de collections qui sortent Mais tous les ans. après, quand on se lance, il y a toujours cette problématique. Est-ce que je lance plusieurs produits et ça va me permettre de trouver vraiment la cible qui correspond et les types de produits qui correspondent aux attentes de mes clients? Quand on va sur peu de produits, on prend aussi le risque de finalement pas trouver sa clientèle. Donc, on va dire, quand on se lance, c'est important, et ça, c'est toute la difficulté des entrepreneurs, c'est de trouver le bon atelier qui acceptera vos petites quantités. C'est pour ça que c'est important de pouvoir avoir des protos qui soient déjà très élaborés et pouvoir tester le marché et essayer de faire des précommandes, essayer de voir si vous arrivez à faire de la production à la commande. C'est aussi des choses qui peuvent être intéressantes pour commencer. Et puis oui, on l'a déjà évoqué, c'est la cohérence de la démarche au global. Donc en voyant si c'est sa chaîne de valeur, ses actions sociales, si son discours, tout ça finalement rejoignent ce qu'on se dit, la vision, la mission que s'est fixée la marque. Et une fois qu'on a une cohérence, il ne faut pas rester, se reposer sur ses lauriers, c'est aussi prendre en compte l'amélioration continue. Et ça, c'est quelque chose qui peut très facilement rejoindre le claim, c'est de dire, moi je sais aujourd'hui que je ne peux faire que ça, mais demain, moi j'ai déjà l'ambition de faire ceci, de faire du recyclé, de faire du zero waste design, des choses comme ça. On va attaquer la dernière problématique de cet atelier, c'est le temps long. Noémie, on a combien de temps pour traiter le sujet? Alors, il nous reste un quart d'heure. Nous avons quelques questions de la part des participants. Le tout est de laisser un peu de temps pour que les questions puissent être… Ok. Sur celle-ci. Alors, on a déjà… Peut-être raccourcir un peu. Après, on peut dépasser un petit peu, il n'y a pas de souci. Pour moi, c'était important qu'on fasse ressortir cette problématique. On l'a déjà abordé sur les 2 slides précédentes. La chaîne de valeur, le temps long. Pourquoi? Parce que moi, j'ai vu plein de gens me dire « Ah ouais, j'ai envie de faire ça, j'ai ce projet-là. » Et puis 6 mois après, ils ont un produit. « Ah, tu as vu, il est éco-responsable. » Et là, je leur explique que non. Ce n'est pas parce que vous avez trouvé le grossiste de produits éco-responsables qui vous vend des labels que la marque est éco-responsable. Vous êtes juste un façonneur vous avez créé une marque, mais vous ne vous êtes pas approprié votre chaîne de valeur. Une chaîne de valeur, c'est ce qui va être déterminant pour tout le reste de la construction de votre marque. Et donc, en moyenne, il ne faut pas se leurrer, c'est 1 an et demi de travail minimum avant de réussir à avoir quelque chose d'abouti. Ne soyez pas focus uniquement sur le produit. On sait que le produit traduit ce que vous avez envie de faire, mais pour arriver à ce produit, c'est se poser toutes les questions dont on a parlé juste avant. C'est comment mon produit va être éco-responsable. Si je veux être vraiment sur une marque de mode éthique, je me suis posé déjà toutes ces questions-là. Ça ne veut pas dire que j'ai résolu toutes les problématiques. Je les ai identifiées. Quand on les a identifiées, on sait comment les résoudre. Et ça, c'est pas bon. Vous pouvez avoir de la chance, vous pouvez tomber sur le bon fournisseur de matière, vous trouvez un super filateur qui vous sort un super fil. Après, il faut trouver le bon tricoteur. Tout ça, c'est des relations de confiance. Et ça, qui permet d'acquérir de l'expérience. Voilà. Et la relation de confiance, elle ne se fait pas en un claquement de doigts. Au contraire, c'est aller les voir. Allez voir comment ça se passe dans les ateliers. Est-ce que ce que vous vend le fournisseur, si vous allez sur des salons première vision, Avantex, ça ne sera pas le cas, c'est au mois de septembre. Mais certains sont aussi là pour vous vendre du rêve. Et posez-vous plutôt la question, allez voir,
Suivez-les, intéressez-vous à leur métier. Posez-leur des questions. Parce que on a aussi une responsabilité quand on se lance dans la mode éthique, c'est de faire changer le paradigme et se dire simplement, moi je prends une solution qui est clé en main parce qu'on m'a vendu ça tel quel, c'est pas ça. Aujourd'hui, toutes les marques avec lesquelles nous on travaille, eh ben, on les aide et on leur sert aussi d'excuses parce qu'on les audite, parce qu'on les labellise, pour qu'elles arrivent à en savoir toujours plus et qu'elles remontent chaque année, elles arrivent à monter de 1, 2, voire 3 rangs sur la quantité d'informations et sur la précision des informations qu'on leur apporte. Donc, oui, mais juste petite précision aussi, en allant voir ces fournisseurs, non seulement vous vous intéressez à leur métier, mais en plus vous allez comprendre davantage comment ça fonctionne et peut-être que vous allez voir des choses qui vont vous donner de nouvelles idées. Par exemple, vous allez voir que les chutes ne sont peut-être pas revalorisées ou qu'un nouveau fil peut être créé à partir de certaines choses, etc. Ou que des coûts peuvent être optimisés. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut apprendre en étant sur le terrain avec eux, en fait. Et ça va permettre de réinventer aussi la chaîne de valeur. La communauté, ça c'est un élément essentiel. Créez pas une marque avec des produits et puis tout d'un coup, une fois que vous avez les produits, vous allez toquer à toutes les portes pour essayer de les commercialiser. On a vu qu'il y avait pas mal de questions qui étaient liées à la distribution. En fait, avant de penser distribution, c'est trouver votre cible, créer votre marque, créer le brand content, le storytelling, et ça, en lien avec la chaîne de valeur, quand vous êtes passé par des étapes difficiles où finalement le filateur vous a lâché parce qu'il n'a pas voulu travailler avec tel tricoteur, parce que c'est aussi un peu la mafia, le secteur du textile. Tout ça, ça va vous aguerrir et ça va vous permettre derrière de mieux mener votre barque et puis de raconter une véritable histoire. Les gens veulent du vrai. On parlait de la transparence, c'est ce que votre communauté va attendre. Donc, commencez à parler. Les gens vont venir, s'ils adhèrent à votre discours, s'il est sincère, s'il est engagé et si vous êtes une marque exigeante, la communauté, elle va se créer et vous allez trouver vos clients. Oui, et ça va vous permettre justement de connaître un petit peu plus leurs attentes et de créer vraiment le produit qui va répondre aux attentes du client final. Cherchez pas le produit parfait. Faites le produit le plus imparfait, mais qui ressemble à ce que vous aimeriez avoir et faites-le tester. Soyez challengés. On va voir ça juste après. Mais dernier point sur le temps long. La mode éthique, nous on le dit souvent, il n'y a pas de définition, il y en a des myriades, mais une qui est assez sincère, assez facile et quel que soit le type de produit, c'est du luxe abordable. Pourquoi? Parce qu'on est sur du temps long. Small is beautiful, less is more. Rationalisez, cherchez pas à faire compliqué tout de suite. Bon, il peut y avoir des super designers, mais quand on fait les grands designers, des fois, c'est 3 coups de crayon, mais il faut que le truc il match. Ou alors, c'est une super belle pièce et du coup, vous avez 3 produits, mais vous n'en faites pas 20 en fait. On peut avoir une pièce phare, une pièce iconique, et puis avoir des choses aussi plus simples à côté. Simple, ça ne veut pas dire mauvaise qualité, au contraire. Plus c'est simple, on le voit avec les masques grand public qui sont compatibles avec les normes AFNOR ou avec la DGA, et ben, même des couturières hyper chevronnées, hyper expérimentées, elles ont galéré au début. Et en plus, bon, on ne va pas faire un débat d'idées là-dessus, mais faire simple, c'est souvent très compliqué. Faire simple, c'est pas non plus manquer d'identité au niveau du design. Valoriser chaque chose. C'est du luxe abordable. Pourquoi? Parce qu'il faut valoriser la rareté. Ce sont des pièces qui sont faites en petit nombre, en petite quantité. C'est de l'artisanat, c'est du savoir-faire. Toutes ces choses-là, elles ont un prix. Et on va certainement vous dire que la mode éthique, c'est trop cher. Non, c'est le prix juste.
et soyez pas à chercher à moins marger que d'autres. Je ne dis pas qu'il faut aller au-delà non plus, mais il faut que vous puissiez aussi avoir une marge qui vous permette derrière de faire vivre votre marque. Et test and learn, quality first. Donc, on essaye, ça marche pas. Qu'est-ce qui marche pas? Ben, j'essaie de faire mieux. Regardez Loom. Ils ont toujours le même t-shirt, mais c'est la version 19 ou 20 ou 21, je ne sais même plus, j'ai arrêté de compter. C'est rester sur le produit et essayer toujours de l'améliorer. Et ça, pourquoi les marques de luxe restent dans nos perceptions imaginaires? Pourquoi un Louis Vuitton? Mais parce que au début, ils ont créé une chaîne de valeur, ils ont passé beaucoup de temps, et donc tout le monde reste sur ces éléments-là. C'est une perception. Voilà. Voilà, on a terminé pour les 3 thématiques. Oui. Je montre juste la slide, Noémie, avec les 10 tips. Et puis, de toute façon, vous pourrez bénéficier du support à l'issue de l'atelier. 10 choses pour aller vite. Surtout, ne restez pas seul. Et seul, ça veut dire les porteurs de projets qui sont vraiment tout seuls. Essayez de trouver quelqu'un qui vous accompagne. Vous avez 90% de chances de plus de réussir que si vous êtes toute seule ou tout seul. Tout ce qui n'est pas essentiel, oui, c'est des coûts, mais c'est ce qui va vous permettre à vous de passer plus de temps sur vos valeurs. Donc, oui, on est entrepreneur, on sait tout faire. On fait de la com, on fait de l'administratif, on fait de la comptabilité, on fait du sourcing. Tout ce que vous ne maîtrisez pas ou qui vous demande du temps pour l'acquérir, certes, ça paraît un gros investissement quand on se lance, mais c'est essentiel. Donc, la compta, ne faites pas la compta si vous avez toujours été allergique aux maths, juste pour gagner 1 500 €, ça ne sert à rien. Il y a les MOOC de textile de mode qui couvrent plein de choses, sur l'éco-conception jusqu'à la vente, jusqu'à la distribution. C'est une mine d'or. Allez voir, Ils sont vraiment très bien faits. Ouais, et puis ça coûte rien par rapport à d'autres plateformes qui veulent vous prendre à chaque fois des dizaines, voire des centaines d'euros pour finalement des choses moins qualitatives. Ça, ce sont des gens qui sont experts du textile qui interviennent dans ces MOOC, donc on vous le recommande. S'appuyer sur des réseaux comme Make Sense, Ticket for Change, La Ruche, parce que ils vont pouvoir vous aider, ils vont vous challenger sur votre pitch, sur votre façon votre business model. Donc c'est toujours intéressant de se frotter à ça. Oui, et puis vous pouvez aussi y croiser du coup des personnes qui pourront travailler avec vous. Trouver du mentoring, se faire accompagner, être challengé, pas uniquement par des gens qui sont dans l'écosystème de la mode ou du développement durable. Vous pouvez aussi trouver des tips intéressants sur des gens qui sont issus d'autres secteurs. La preuve en est. Il y a aussi des groupes Facebook, donc Créateurs de mode éthique, c'est un groupe qu'on a créé il y a plus de 5 ans. Il y a aussi French Fashion Union pour les marques qui sont vraiment focus sur le Made in France. Et ensuite, il y a des réseaux qui vont être plus B2B, comme Nordcrea avec son plateau fertile, et là, qui vont aussi pouvoir vous mettre dans un univers où vous allez rencontrer des professionnels engagés et vraiment spécialisés dans le textile. On a parlé du storytelling de marque, donc créer vraiment un univers de marque qui soit inspirant pour un art de vivre tel que vous le concevez et tel que vous avez envie de le projeter. Une bonne lecture sur les DNVB, parce qu'aujourd'hui, c'est difficile d'être une marque qui se lance et de ne pas être une DNVB, je pense. Et bien entendu, de suivre les canaux et puis Slow We Are sur les réseaux. Voilà. Et super.
Voilà, j'espère qu'on n'a pas été trop On va long. faire un petit commentaire. Du coup, oui, Nordcrea et le livre Une mode éthique est-elle possible? Donc, écrit par Majdoulin Sbaï, qui sera également intervenante lors de notre conférence aujourd'hui. Voilà, c'était pour faire un petit lien. On va donc passer aux questions. Pour faire remonter un peu tout ce qui s'était dit, merci beaucoup pour tous vos commentaires. Merci à Thomas et Louise pour cette présentation aussi qui était très claire. Alors, il y a une question sur les étiquettes de la part de Angélique et Nathalie, dont la marque est Dema. Le client qui regarde l'étiquette d'un produit doit pouvoir y lire des informations. Outre les matières de composition, comment peut-on mettre en avant sur une petite étiquette les valeurs et engagements de notre marque? Petite question. Les étiquettes. Je crois que c'est une marque de sac. Oui. Dema, c'est une marque de maroquinerie, sac et petite maroquinerie en matière naturelle ou alternative. Et qui avait dit, voilà, le mot clé pour eux était éco-engagé. Dema, si jamais, Angélique et Nathalie, si vous souhaitez également rebondir et puis prendre le micro, vous pouvez tout à fait activer votre micro. C'est fait, merci. Bonjour. 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 Oui, voilà. Alors nous, la difficulté qu'on peut avoir, c'est d'indiquer à nos consommateurs, en fait, nos valeurs et nos engagements sur une étiquette. Parce qu'une étiquette, c'est pas très grand. Bon, nous, on les fait en papier, un papier qui est façonné à la main, donc on peut la faire de la taille que l'on veut. Mais voilà, on met la composition, les matières que l'on utilise, les matériaux, mais on ne sait pas trop comment communiquer, voilà, sur le fait que l'on est dans une démarche durable, co-responsable. Voilà, ça c'est un petit peu notre difficulté. Moi, je pense à un truc très simple. Mais je te laisse. Après, on est fan, on n'est pas fan. Il y a la possibilité de dire pour en savoir plus, vous mettez un QR code et puis du coup, ça redirige vers une page où vous pouvez en dire beaucoup plus sur le produit, sur vos engagements. Serait-ce qu'une page qui avec plusieurs liens, un peu comme un Linktree sur Instagram pour aller voir notre site, parce qu'on a tellement de choses à vous raconter. On vous raconte tout sur dema.com/notre histoire. Ça paraît bête, mais aujourd'hui, beaucoup de gens, il y a de moins en moins de gens qui ne se servent pas des outils digitaux pour en savoir plus sur une marque. Disons, c'est un avantage parce que du coup, ça ne demande pas beaucoup de place et il n'y a pas d'impression de papier. Après, moi, la question que je me pose, c'est je crois que c'est une marque pour femmes, est-ce que nous, en tant que consommatrices, on va avoir envie d'avoir une information sur une étiquette pour se rendre compte de toute l'histoire que vous avez derrière? Moi, je me demande du coup si c'est pas plus intéressant d'avoir une sorte de petit livret que vous mettez dans le sac et du coup qui accompagne la femme tout au long de sa journée. Je sais pas, soit un petit livret qu'elle peut garder, soit un petit flyer, mais du coup, ça génère du déchet. Donc, c'est ça aussi qu'il va falloir prendre en compte. Est-ce que du coup, ça peut être aussi autre chose? Il y a des petits flyers fleuris avec des petites graines. Ensemencés, voilà, exactement. Et ensuite, ça devient. Après, ça dépend beaucoup de votre univers de marque, mais ne serait-ce que de dire ce sac a une histoire, on vous la raconte, vous pouvez venez découvrir l'histoire de la marque, votre sac ici, et avoir un lien ou un QR code. Je trouve que c'est une bonne approche pour un consommateur qui veut faire un achat conscient, parce que ceux qui, sur de la maroquinerie qui plus est, qui vont scruter une étiquette, effectivement, ça ne sert à rien de faire une étiquette de 3 km de long. Ou alors, c'est, je dirais peut-être 3 titres et puis
soit des engagements. Enfin. Ouais, quelque chose d'hyper synthétique. Et après, tout dépend de là où vous êtes vendu. Si vous êtes dans un circuit de distribution un peu classique, du coup, vous pouvez peut-être mettre d'APLV, du coup, qui donne ces informations-là et qui invite à aller sur votre site. Mais pareil, je pense que Less is more aussi pour ce genre de choses, c'est penser à… Est-ce que vous avez déjà testé des choses comme ça ou On est une marque très récente, hein, lancée en octobre dernier. Donc, on a été mise en boutique et la difficulté, c'était des boutiques partagées où nous n'avions pas des permanences en continu. On venait quelques jours par semaine. Et quand d'autres créatrices, justement, présentaient notre marque, bien qu'on ait fait des panneaux sur lesquels on expliquait des choses, les gens regardaient l'étiquette systématiquement, on les regardait de loin du sac et ne comprenaient pas forcément quelles étaient les matières, quelle était la démarche, voilà. Et les autres créatrices avaient du mal à l'expliquer aussi. Ce n'est pas évident, il y a beaucoup de choses à raconter. Et c'est vrai que ce que vous nous dites, c'est une bonne idée, en fait. Alors, je vois que Sarah a rebondi en disant parallèle avec l'agroalimentaire. Et effectivement, pour rester dans l'univers du textile, sur les jeans 1083, Thomas a mis en place un QR code et ça vous permet de voir tous les artisans qui ont participé à la confection du modèle de jean que vous allez acheter. Donc, je trouve qu'aujourd'hui, c'est un outil sympa. Demain, ça sera peut-être des puces RFID. Bon, je ne trouve pas ça super éco-responsable, mais pourquoi pas. Il faut tester, test and learn. Bon, merci. Est-ce que Super. C'est problématique? Je peux juste vous une dernière question, Angélique. C'est de savoir, est-ce que vous avez déjà été confronté à une question client par rapport à ça? Nous, quand on est sur le lieu même, on explique aux clients l'histoire du produit. On fait beaucoup de ventes dans notre atelier. En fait, on n'a pas de visibilité, on est en pépinière, mais les gens viennent souvent nous rencontrer en atelier. C'est ce qu'on leur propose de venir et donc on leur explique. Ils voient les matières brutes, ils voient comment est confectionnée la pièce. Mais on désire justement mettre en vente sur des plateformes ou mettre en vente sur… Bon là, les plateformes, effectivement, ça sera plus simple pour expliquer une histoire. Mais si on met en vente dans des dépôts boutiques, autres que notre ville, voilà, on voulait savoir comment indiquer tout ça aux consommateurs. Mais c'est une très bonne idée que vous nous donnez là. Après, sur des points de vente, vous pouvez mettre aussi en place un peu de PLV, ne serait-ce qu'un petit support A5 sur un beau support bien imprimé et qui raconte un petit peu. Et donc, du coup, il faut que la boutique joue le jeu aussi de mettre en avant cette PLV. Ça me permet de rebondir aussi sur une autre question par rapport à ce thème-là. C'était une question de Anne-Gaëlle. Donc, sur le fait doit-on tenir à disposition de nos clients la documentation afférente aux produits ou aux fournisseurs? Avez-vous des exemples de marques qui sont, à votre avis, cohérentes en termes d'actions concrètes et de communication? Donc, ça rejoint un peu ce que vous disiez, Thomas et Louise. Anne-Gaëlle, donc, qui a lancé sa marque de prêt-à-porter féminin. Si vous êtes toujours là, Anne-Gaëlle, n'hésitez pas à rebondir également. Est-ce que ça concernait aussi, Anne-Gaëlle, vous vouliez aussi peut-être parler des certifications, des choses comme ça? Voilà, tout à fait, parce que il y avait quelqu'un qui a répondu sur une question en disant que les certifications parfois n'étaient pas valables. Et donc voilà, c'était une question pour savoir si la certification devait être double vérifiée ou s'il y avait des choses spéciales à savoir autour de ça. Alors, nous, dans nos processus d'audit, ce sont des choses bien évidemment dont on tient compte et qu'on va contrôler. On va vérifier la validité, la véracité de la pièce fournie. Après, pour le consommateur, franchement, est-ce que vous leur mettez un justificatif GOTS, Cotex? Je pense que c'est 1/1000 de vos consommateurs qui risquent de vous le demander. Est-ce qu'ils vont aller derrière contrôler? Je ne sais pas. Moi, le plus simple, c'est pas forcément de mettre le PDF à disposition, mais de dire si vous souhaitez, vous pouvez aller vérifier dans la base. Moi, je mets le logo
que parce que j'y suis autorisé, parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que quand on met un logo d'une certification qu'on n'a pas, vous pouvez être poursuivi par l'organisme pour utilisation frauduleuse de la certification. Donc, D'accord. déjà en disant, moi, je ne prends pas le risque de mettre un logo dont je n'ai pas payé pour lequel je n'ai pas contribué à payer. Vous ne pouvez pas mettre un exemple très simple, c'est que beaucoup de petites marques travaillent avec des fournisseurs qui sont GOTS, par exemple, le filet GOTS, même parfois l'usine qui va, ou l'atelier de confection qui va finir vos produits. Par contre, vous n'avez pas, en tant que marque, payer la redevance à GOTS, vous n'avez pas le droit de mettre le logo, vous avez le droit de mettre l'étiquette logo de l'atelier, ce qui n'est pas forcément une bonne idée parce que du coup, un de vos concurrents peut aller voir, ah tiens, c'est tel numéro GOTS, il va voir où est-ce que ça a été fait, il va contacter le fournisseur, il va faire la même chose, le même produit que vous, pour peu qu'il y ait un manque d'éthique au niveau du fournisseur. Parce que en général, enfin, nous, ce qu'on a perçu maintenant au bout de 4 ans de labellisation, c'est quand même que quand des marques essaient de se monter et puis veulent copier des marques qui viennent de se lancer, qui viennent de faire une super campagne de crowdfunding, en général, le fournisseur appelle la marque et il dit attention, lui, il a commandé le même modèle de pull avec la même maille et le même truc. Donc, c'est ça aussi, c'est beaucoup de bienveillance, la mode éco-responsable. On ne l'a peut-être pas, abordé, mais pour nous, éco-responsable, c'est une valeur intrinsèque de l'éco-responsabilité, c'est aussi la bienveillance. J'espère avoir répondu à votre question. Oui, je vous remercie. Je vous en prie. Parfait. Merci beaucoup pour vos questions en tout cas. Peut-être qu'on va en prendre une toute dernière parce que je vois que l'heure tourne. Il y avait la question de Wax Panther. Quelle est la procédure pour être labellisé? Pour être labellisé Slow We Are, je présume. Célestine, si vous souhaitez rebondir, n'hésitez pas. Alors bon, je vais répondre. C'est tout simplement, on a une page donc sur Slow We Are. Vous allez sur le site internet, il y a une page qui est dédiée au label. On explique les prérogatives. Donc pour nous, c'est déjà d'être de s'assurer que les conditions de travail sont bonnes, que les matières sont éco-responsables, que la production est raisonnée, que vous n'êtes pas dans des faux claims de greenwashing ou de social washing, une des deux, et puis que vous ne faites pas de l'appropriation culturelle ou de savoir-faire, enfin, mais que vous êtes à tout l'opposé, vous êtes sur la valorisation. Voilà, ça c'est, on va dire, les choses qui sont, on va dire, les prérequis. Après, ben, il y a aussi beaucoup d'humains pour déterminer si une marque est éligible au label. Nous, au début, quand on s'est lancé, effectivement, on a travaillé avec des marques qui se lançaient. On a eu on est très content parce qu'on les accompagne aussi depuis longtemps. On voit l'évolution. Mais on voit que c'est aussi ça nécessite beaucoup de ressources, beaucoup de temps. Et en fin de compte, aujourd'hui, comme on veut aussi faire grandir le label, c'est compliqué de pouvoir être là sur de l'accompagnement fin. Et en tant que label, ce n'est pas notre rôle. Nous, on est plutôt là pour valider une démarche qui a déjà acquis une certaine maturité. Donc, pour nous, quelqu'un qui va se lancer, c'est bien de prendre un contact. On peut échanger pour dire tiens, où est-ce que vous allez et vous donner aussi quelques recommandations. Par contre, le processus de labellisation, il va commencer à partir du moment où vous avez déjà votre première collection et que vous avez déjà fait un petit peu la phase test, que vous avez commencé à rencontrer votre marché. C'est à ce moment-là d'ailleurs que nous, on va pouvoir vous aider parce que nous, aujourd'hui, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que notre communauté, sur des marques qui se lancent, elle est très attentive, elle encourage
elle supporte, mais elle ne passe pas à l'achat. Aujourd'hui, elle va être beaucoup plus encline à s'intéresser à une marque qui a déjà vraiment une histoire à raconter, qui a déjà des produits. Oui, en fait, ce que Thomas veut dire, c'est qu'il faut que la marque elle ait déjà des produits, un univers, un dynamisme visible sur les réseaux sociaux. Ça ne peut pas être juste je suis porteur de projet, je vais sortir mon produit dans 3 mois. Parce que ce sera trop tôt, même pour nous au niveau de la chaîne de valeur et de la validation, parce que finalement, elle sera sur l'audit gouvernance, déjà l'audit chaîne de valeur, vous n'aurez pas forcément tous les éléments. Et sur la gouvernance non plus, parce qu'il y a aussi tout l'aspect distribution qui est pris en compte. On ne s'intéresse pas que à la chaîne de valeur. Nous, notre label, c'est vraiment sur la démarche. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une validation complète. Et donc, du coup, si on commence un processus d'audit et que vous devez le finir 8 mois après parce que vous n'êtes pas en capacité, c'est un peu dommage parce que ça va vous aider à vous faire réfléchir sur certains aspects, mais vous n'allez pas pouvoir rentabiliser la labellisation avant un certain temps. Donc, il vaut mieux attendre un petit peu et se sentir prêt. Mais voilà, si vous avez des questions à ce sujet, si vous voulez savoir si vous êtes prêt ou pas, n'hésitez pas à nous envoyer un mail et on prendra le temps de s'appeler pour répondre justement à cette question-là. Francesca qui voulait juste… Oui, il y avait Francesca qui avait fait un commentaire sur Italie à Rome, nous avait offert un atelier à un groupe de créateurs éco-responsables et en imposant qu'un créateur fût présent pour illustrer la philosophie de chaque marque, le retour d'expérience et que le mot était le moyen le plus efficace pour la communication. Ouais, mais je pense que ça revient sur ce que vous disiez tout à l'heure. Voilà. On arrive à la fin de cet atelier, en tout cas, mais pas à la fin de nos échanges, puisqu'on vous invite à revenir vers nous, donc nous les canaux, et vers Héloïse et Thomas de Slow VR, pour continuer à échanger, bien entendu. Vous pouvez également nous signaler si jamais vous souhaitez communiquer avec un des participants de cet atelier. On peut faire cette mise en relation. Et en tout cas, on pourra revenir vers vous pour répondre à d'autres questions et partager les ressources, donc la présentation de Slow VR et les différentes ressources que vous souhaitez avoir, notamment par rapport à la labellisation, etc. Donc, pour ce qui est du cycle mode éthique, ce n'est que le début, puisque vous avez participé à ce premier événement du cycle mode éthique et textile du Festival de l'économie de l'été engagé. Nous vous invitons à continuer à participer à nos événements en ligne. Ça continue cet après-midi à 17h avec une rencontre pour le projet Résilience qui va nous parler de la structuration de filières locales, de filières textiles locales. Et puis à 19h, il y aura la conférence inspirante animée par Fashion Revolution France. Et parmi les intervenantes nombreuses, Majdou Linsbaï, dont nous parlions tout à l'heure, la Confédération du lin et du chanvre, Casa 93, qui est une école de mode libre et gratuite, et Neila Ageltouni du collectif Éthique sur étiquette. Nous aurons également demain un autre atelier de Futuristas, une autre rencontre avec 1083 et Panafrica, et enfin, pour clôturer le cycle, une projection documentaire Révolte dans la mode. Voilà, merci beaucoup encore à tous d'avoir participé à cet atelier. Merci beaucoup. Au plaisir de vous revoir sur le cycle mode éthique et textile. Merci les canaux, merci Claire, merci Noémie et pour l'organisation et tout, c'était top. Et puis merci à tous les participants également. Merci. Merci, au revoir. Merci beaucoup à tous. À bientôt, au revoir. À bientôt. Au revoir.